Alors bonjour à tous, donc j'enregistre cette présentation en différé puisque je ne peux pas faire en live cette présentation. Et donc je vais vous parler de préparation d'une vidéoconsultation d'épaule, de formulaire en ligne, de scoring clinique. Globalement, les limites de la téléconsultation sont multiples et elles commencent d'abord par des problèmes de connexion. On a à peu près un tiers de problèmes de connexion. Vous voyez, sur un petit audit de 39 téléconsultations, j'ai eu donc sur 11 cas, 7 cas de connexion impossible qui ont fini par un appel WhatsApp pour pallier à ce problème et pour parler avec le patient vidéo, ou un appel téléphonique simple. Et puis dans 4 cas, la consultation a été retardée ou carrément déplacée. Alors au-delà de ça, même si on arrive à se connecter, on a aussi les problèmes de qualité vidéo, même si elle est globalement bonne. En moyenne, je l'ai cotée à 4 sur 5. Comme à gauche, où on a un patient qui a une bonne image, on a une vidéo de bonne qualité, mais c'est pas toujours le cas, et on a des cas absolument affreux, comme cette image à droite avec une image complètement pixelisée, un patient qui est en contre-jour, et c'est assez compliqué dans ces cas-là. On a aussi la qualité audio, même si elle est en général bonne, elle peut être parfois désastreuse. Un exemple ici où j'avais pas d'image. Si j'ai un son mais avec beaucoup d'écho. Oui, c'est ça. Voilà. Alors là, Donc, ça va être difficile dans ces conditions. pas d'image, Sinon, vous avez quoi comme téléphone? pas de son, là ça devient quand même très compliqué. Les limites de la téléconsultation, c'est aussi les difficultés de l'examen clinique liées à la déformation de ces caméras webcam qui sont souvent positionnées très basses, comme ce patient à gauche, ou ce patient qui a absolument aucun champ, c'est un patient qui m'a appelé depuis son lit avec l'ordinateur sur les genoux, l'absence de recul, et puis ces patients aussi qui vous appellent et qui vous font visiter leur maison avec une caméra qui est tenue à bout de bras et qui vous donne, après quelques consultations, clairement le mal de mer. L'autre problème, c'est les difficultés de visualisation de l'imagerie. Il faut essayer d'éviter cette situation. Alors, il y a des fois où on n'a que le compte-rendu et on a la lecture uniquement du compte-rendu, et puis on a des fois ces patients qui vous montrent les images par la fenêtre, ce qui reste une option, mais qui est quand même loin d'être optimale. Alors les plateformes de téléconsultation, c'est bien parce que effectivement elles assurent la connexion, enfin elles sont censées assurer la connexion, elles permettent la facturation, elles permettent l'échange de documents, et pour cette question d'imagerie, elles permettent aux patients de scanner leurs images quand ils peuvent, ou voire même de télécharger les images natives pour les scanners, IRM, etc. Mais globalement, la plateforme elle va fournir peu d'informations sur le déroulé de la téléconsultation. Il faut voir que ces plateformes ont globalement peu d'expérience, nous avons peu d'expérience et les patients encore moins. Il y a une appréhension des patients à la téléconsultation, ils voient encore peu l'intérêt, et sur 122 patients que j'ai tenté de convertir de consultation physique à téléconsultation, j'ai eu 36% de refus. Alors voilà, à nous de les former, à nous de les guider. Donc pour préparer une téléconsultation, ça passe déjà par un mode d'emploi côté patient. Voilà ce que j'ai mis en place. Ça explique aux patients qu'il va falloir du temps pour une téléconsultation, qu'il faut prévoir un ordinateur chargé, branché sur prise électrique idéalement, et il faut garder le téléphone à portée de main, puisque si on n'arrive pas à se connecter, je vais l'appeler. Pour l'épaule, il me semble qu'un minimum de 2 mètres de recul derrière la caméra est aussi nécessaire. Je demande aux patients de positionner la caméra à hauteur d'épaule et sur support fixe. Et puis, je leur demande de choisir un environnement calme et silencieux, de ne pas m'appeler dans la rue. Alors, je précise également aussi toute la partie facturation, remboursement, ce qui questionne beaucoup les patients. Voilà ce qu'on peut obtenir dans quasiment le meilleur des cas, on va dire. Voilà, un patient qui a pris du recul, chez qui on a du champ, et chez qui je vais avoir une qualité d'image satisfaisante pour pouvoir évaluer l'épaule globalement et de manière satisfaisante. C'est pas le cas chez une patiente comme elle, qui m'a appelé avec la caméra à bout de bras et qui me montre ses mobilités, et chez qui franchement ça reste quand même difficile d'apprécier et d'examiner. Voilà, genre de situation qu'il faut essayer d'éviter, mais on n'a pas toujours le choix. Alors,
Pour essayer de pallier à tout ça, il me semble que les questionnaires et les formulaires sont très intéressants dans le cadre de la téléconsultation. Ils vont permettre de pallier à toutes ces difficultés techniques et je crois qu'on a intérêt à glaner un maximum d'informations avant de se lancer dans la téléconsultation. L'idée c'est d'accorder beaucoup d'importance à l'interrogatoire quand on a un examen clinique qui va être limité. Alors le pack formulaire plus téléconsultation, il va optimiser les chances de succès de votre consultation. C'est un gage de sérieux aussi pour le patient qui aura pris du temps pour remplir ses questionnaires, qui aura une sensation d'écoute et de pouvoir bien rentrer dans les détails. Et puis ça vous permet aussi de sauver une téléconsultation si vous avez vraiment des grosses difficultés techniques, au moins d'avoir les formulaires et un questionnaire, vous pouvez quasiment à coup sûr garantir une orientation diagnostique, une conduite à tenir. Alors ces formulaires, soit on utilise le papier ou les fiches PDF, vous l'envoyez au patient, il la remplit, pour ceux qui savent faire, il vous la renvoie, mais ça c'est complexe, c'est ce que j'ai tenté de faire au début et c'était assez compliqué à gérer quand il y a du monde. Donc l'idéal c'est plutôt les formulaires en ligne, sachant que l'intérêt d'un formulaire en ligne, ça va aussi permettre de faire ce qu'on appelle du piping, c'est-à-dire qu'une question va s'ouvrir en fonction des réponses précédentes. Un exemple simple, c'est le tabac. Est-ce que vous fumez, oui, non? Oui, alors si vous fumez, combien de cigarettes fumez-vous par jour? C'est basique, mais ça peut être intéressant, en particulier pour l'épaule. Si par exemple je demande, est-ce que vous avez des problèmes d'instabilité? Et qu'il me dit oui, eh bien, je vais ouvrir tout un champ de questions qui ne sera pas le même que s'il m'avait répondu qu'il avait des problèmes de rupture de coiffe. Alors, attention quand même à toutes ces données de santé qui circulent sur Internet. On a une obligation d'anonymisation ou de passer sur des plateformes sécurisées ou logiciels métiers. Alors, où faire ces formulaires? Effectivement, les logiciels métiers, il y en a certains qui proposent de faire ces formulaires. Ou alors, vous avez des plateformes dédiées. Je ne les connais pas toutes, mais il y a Before-Doc, deuxièmeavis.fr. Ça vous permet de remplir des questionnaires. Il y a aussi toutes ces plateformes de sondage et de questionnaires en ligne. C'est plutôt l'option que j'ai choisie, parce que là, vous avez beaucoup d'options pour faire vos propres formulaires. Par contre, c'est clairement des données qu'il faut anonymiser. Un exemple, et à mon avis c'est le meilleur, c'est tout ce qui est score clinique et auto-évaluation des patients. L'intérêt est multiple, il est à la fois intéressant pour des épaules que vous n'avez jamais vues. Elles vont vous donner quand même une vision globale d'une épaule. Je parle surtout du score de constant, mais et également du retentissement fonctionnel des problèmes qui sont très bien évalués par un score QuickDash. Ces scores vont vous permettre de suivre un traitement, après infiltration, après rééducation, ou de suivre une épaule opérée. Là aussi, c'est très intéressant. Voilà ce que ça donne. Côté patient, il arrive sur une page avec le score ici QuickDash à remplir. Alors je lui demande aussi un score SSV et puis quelques informations. Mais ensuite, c'est le score QuickDash habituel que vous connaissez sûrement avec 11 questions, voilà, qui fait défiler. En fin de questionnaire, une petite question d'évaluation sur le questionnaire en lui-même. Et voilà, c'est terminé. 3 minutes pour un QuickDash. Ensuite, le constant. Alors là, je remercie vivement l'équipe niçoise d'avoir publié l'année dernière leur auto-constant, et c'est là-dessus que je me suis appuyé pour ce constant. Ce qui est intéressant, c'est toutes ces images qui vont permettre aux patients de s'identifier et de répondre assez précisément. On a également des informations sur la force, ce qui est quasiment impossible à faire en téléconsultation. Voilà ce que ça donne côté médecin. Enfin, de mon côté, je reçois un rapport. Voilà, c'est un rapport de QuickDash avec la valeur du QuickDash qui est mesurée. Ici, la valeur du constant qui est donnée également. Et puis, les photos vont me donner aussi un aperçu de ce qu'a répondu le patient et comment il s'identifie. Et avec ça, ça donne une idée assez précise, avant de le voir en téléconsultation, de sa situation. Pour aller plus loin, on peut aussi mettre en place des questionnaires plus complexes que les simples scores cliniques. Et c'est intéressant, ça, pour les patients que vous n'avez jamais vus. En effet, un patient que vous n'avez jamais vu, vous allez avoir besoin de poser un diagnostic. Alors, ce diagnostic il peut être très simple si vous avez un courrier du médecin, une histoire claire, une imagerie, enfin ça peut aller très vite. Mais il y a des fois où c'est compliqué et d'avoir un questionnaire rend très efficace la téléconsultation. Le questionnaire va vous permettre de se faire un premier avis avant et puis ensuite quand on se retrouve face au patient de s'orienter rapidement et d'aller vers l'essentiel. En pratique, j'ai mis en place un questionnaire qui est long, qui fait 80 questions, qui reprend l'histoire de la maladie, le patient, sa profession, ses antécédents, les traitements qu'il a déjà eus, etc. Il faut 15 minutes pour y répondre, mais je vois bien, en posant la question à tous les patients, qui sont contents d'avoir eu du temps pour répondre et pour pouvoir s'exprimer.
L'autre élément, je venais de le dire, c'est qu'un diagnostic aussi va être aidé par l'imagerie si vous en avez à disposition. Voilà, alors, le dernier élément, c'est l'examen clinique. Je vous l'ai dit au début, l'examen clinique en téléconsultation, il est difficile. Et il faut s'y préparer aussi. On a peu d'expérience et on est un peu déboussolé quand on se retrouve face aux patients à travers l'écran. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Je vous montre quelques exemples. Voilà un test de l'armée réalisé chez un patient à 3 mois d'une butée qui peut réaliser son test de manière relativement sécurisée mais qui conserve une petite douleur. Un patient ici chez qui j'ai fait réaliser des manœuvres de testing type conflit sous-acromial qui décrit sa douleur et qui a un painful arc test clairement positif. Et ensuite, j'ai essayé de lui faire un auto-yokum. Patient chez qui j'évalue un rythme scapulo-thoracique. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est intéressant aussi, mais on est d'accord, les performances du télédiagnostic restent à démontrer et on ne sait pas du tout la valeur de tous ces tests auto-faits. En conclusion, je voudrais dire un mot quand même là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une téléconsultation, ça reste malgré tout une consultation dégradée. On a choisi de faire de la médecine, non pas pour se retrouver derrière un écran et à distance de nos patients. On a tous fait médecine pour être au contact et on souhaite, à mon avis, privilégier les rapports humains. Mais en période de Covid-19, ça c'est pas possible. Donc l'option de la téléconsultation reste quand même très bonne pour continuer de suivre, continuer de soigner nos patients. Je vous remercie de votre attention.